Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver et je ne suis pas seule aujourd'hui parce que j'ai le plaisir d'accueillir Bérénice avec qui j'ai déjà échangé et j'aurais vraiment voulu effectivement qu'elle puisse vous partager son expérience avec le droit, son expérience même entrepreneuriale. Donc, je vais te laisser la parole, Bérénice. Je vais te laisser la possibilité de te présenter et de parler de ce que tu fais. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Bérénice, je suis psychologue. Je ne pratique qu'en visio et j'ai un petit peu cette âme un petit peu d'entrepreneuriat parce que donc je fais des consultations uniquement en visio, mais je propose aussi des programmes. Alors moi, j'appelle ça des programmes d'autothérapie en ligne. En gros, c'est des programmes en ligne qui aident les personnes à se libérer de leurs troubles anxieux parce que je suis spécialisée troubles anxieux et TOC. Donc voilà, je propose des programmes aussi qui font office de thérapie, mais avec des vidéos préenregistrées, des exercices qui sont déjà proposés avec un live mensuel, etc., etc. Mais voilà, c'est un petit peu mon activité et du coup, je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux. Merci pour cette présentation qui résume bien ce que tu fais. Est-ce que c'était naturel pour toi de te lancer dans cette spécialisation, puisqu'en tant que psychologue, tu aurais pu déjà rester général, ou alors ne pas nécessairement t'adresser à un trauma, ou alors t'adresser à certaines problématiques spécifiques, tu vois? Est-ce que ça a été un choix de ta part, ou est-ce que du coup, tu l'as fait parce que tu as fait des études ou tu t'es spécialisé comme ça, et puis tu t'es dit finalement, si ça peut servir, autant que je me lance dans cette branche. En fait, au début, j'ai essayé d'être un petit peu générale parce que à la fac, surtout en France, en psychologie, on nous apprend que être général, c'est vraiment mieux. Et finalement, je me suis vite rendu compte que j'étais beaucoup plus efficace et beaucoup plus à l'aise et que je comprenais beaucoup mieux les personnes qui étaient anxieuses parce que je suis moi-même anxieuse. Voilà, moi, j'ai souffert d'un trouble anxieux quand j'étais plus jeune. J'ai fait une psychothérapie pour ça. C'est d'ailleurs grâce à cette psychothérapie que moi, j'ai voulu être psy. Donc en fait, ça s'est un peu, je vais pas dire imposé à moi parce que j'ai quand même fait des formations. Quand je me suis rendu compte que effectivement j'avais envie de travailler, d'être spécialisée, moi je me suis dit tu peux pas te dire spécialisée sans faire de formation derrière. Donc j'ai fait un DU, j'ai fait des formations un peu spécifiques d'un jour, 2 jours, mais j'en ai fait pas mal. Donc ouais, ça a été, je dirais qu'au début j'étais plutôt générale et puis finalement je me suis rendu compte et du coup j'ai accéléré, tu vois, un petit peu le processus. Et puis après je me suis rendu compte que les gens qui avaient des TOC, c'était aussi passionnant. Alors moi j'ai pas de TOC, j'ai déjà eu des pensées intrusives, mais je sais comment les gérer, donc je n'ai jamais développé de TOC. Mais effectivement, je me rends compte que il manque en fait des psychologues aussi qui sont spécialistes, parce qu'il y a beaucoup de psychologues qui n'aident pas en fait parce qu'ils n'ont pas les bonnes techniques, etc. Et qu'on se retrouve parfois. Moi j'ai déjà rencontré des patients qui me disaient, en fait, j'ai eu en 2 séances quelque chose qui m'a plus aidé que ce que j'ai fait durant ces 20 ans de thérapie avec d'autres psys. Et tu vois, et en fait, d'un côté, c'est hyper gratifiant et d'un côté, je me dis, mais c'est pas possible, en fait, on ne peut pas laisser les gens souffrir pendant 20 ans parce que il n'y a pas suffisamment de psy formés, etc., etc. Donc voilà, au début, c'était vraiment les troubles anxieux et maintenant, c'est troubles anxieux et TOC, même si je suis plus en train de partir vraiment sur les TOC parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup et que je trouve ça vraiment passionnant. Mais voilà, je me suis un peu éloignée du sujet. Voilà, pour répondre à ta question, au début, j'étais généraliste et puis après, ça s'est un peu imposé et j'ai accéléré le processus. Non, mais tu t'es pas éloignée, justement, je trouve que c'était fluide et c'était très intéressant de savoir, du coup, comment tu as pensé à tout ça. Mais tu vois, là, tu as parlé des pensées intrusives et ça me fait penser que on peut, enfin, moi, personnellement, j'en ai déjà expérimenté. Alors, je sais pas si c'est le terme qu'il faut poser dessus, mais je parlais avec des mamans où, lorsque je venais d'accoucher, j'avais, alors je sais pas si c'était des pensées intrusives ou un autre terme, mais la phobie d'impulsion, je crois, c'était ça le Oui, terme. Je savais pas que c'était quelque chose, tu vois. Je me disais, j'avais oui. l'impression que mon fils, enfin, je me voyais faire tomber mon fils, je me voyais me faire écraser avec mon fils dans les mains ou faire quelque chose que je n'avais pas envie de faire, mais je me voyais le faire et ça devenait, parfois tu le voyais tout le temps. Et j'avais l'impression que j'avais un problème ou quoi que ce soit. Et finalement, petit à petit, c'est parti. Aujourd'hui, j'en ai plus. Ou alors, je m'en rends peut-être pas compte, mais j'en ai plus. Et je me dis, finalement, parfois aussi, on vit au quotidien en se disant, ce que j'arrive, soit c'est une fatalité, soit de toute façon, je pourrais pas le combattre, ou alors ça n'arrive qu'à moi. Il y a toujours tout qui arrive de négatif pour moi. Et puis, on subit finalement ce poids en nous. Et alors qu'on pourrait se tourner vers des professionnels comme toi pour pouvoir essayer déjà de mettre des mots sur nos mots, essayer de mieux se comprendre et ensuite, pourquoi pas guérir aussi.
aussi bien qu'on puisse peut-être guérir. Je ne sais pas quelle est la limite. Est-ce qu'on peut vraiment guérir de tout ce qu'on a comme poids émotionnel, de stress et tout. Donc, c'est une très bonne chose, en tout cas, de t'être spécialisée dedans. Je trouve ça très intéressant. Et est-ce que pour toi, par contre, après la fac, tu t'étais dit, allez hop, c'est une évidence, je vais ouvrir mon entreprise, ou ça, c'était un petit peu, tu n'aurais pas imaginé être chef de ta propre entreprise? Alors, je t'avoue que moi, le libéral, il m'avait toujours assez intéressée, ne serait-ce que parce qu'en fait, quand j'ai fait des stages, quand j'étais étudiante, je me suis rendu compte de ce que c'était que l'institution, je me suis rendu compte de ce que c'était que la place du psychologue en institution, et franchement, ça m'a vraiment pas donné envie. Je sais que j'ai appris énormément de choses et qu'au niveau clinique, c'était passionnant. Autant au niveau institutionnel, je me suis dit, mais waouh, je ne veux pas travailler là-dedans. Et en fait, du coup, le libéral, pareil, ça a été un peu, tu vois, la révélation où je me suis dit, en fait, c'est super parce que voilà, moi, j'ai une valeur qui est très forte, qui est la liberté. Voilà, moi, j'ai envie de faire ce que je veux quand je veux, tu vois. Alors, dans les limites de la légalité, hein, Sarah. Mais effectivement, tu vois, je veux travailler avec les gens avec qui j'ai envie de travailler, je veux fixer mes propres tarifs, je veux travailler de la manière dont je veux, tu vois, genre là, par exemple, le fait d'avoir été en libéral et donc d'avoir ouvert mon entreprise, ça m'a permis de très rapidement, hein, moi, je sais que un an et demi, 2 ans après avoir lancé mon entreprise, j'avais déjà lancé un programme en ligne. Mais je sais que ça, tu vois, j'aurais pas pu le faire à l'hôpital, dans une clinique, etc., etc. Donc oui, franchement, je pense que dès la fin de mon master 2, j'étais déjà en train de préparer comment j'allais ouvrir en fait mon entreprise, et c'est vraiment quelque chose qui m'a attiré dès le début, parce que je me suis dit, je veux pas travailler en institution, je vais me sentir trop renfermée, je vais me sentir étriquée, ça m'intéresse pas. Non, mais c'est cool ce que tu dis, parce que souvent, les personnes, en tout cas, qui viennent sur ce podcast, me parlent aussi de ce besoin de liberté et puis le fait de ne pas se reconnaître nécessairement dans les codes que les entreprises fixent, surtout dans cette génération dans laquelle on appartient aujourd'hui. On revendique un peu plus notre individualité et moins le fait de devoir se conformer à un tout juste pour se conformer à un tout. Est-ce que ça faisait partie d'un de tes challenges, d'ailleurs, lorsque tu t'es lancé, de finalement être confronté à cette liberté? Parce qu'au final, on en rêve, mais une fois qu'on est baigné dans cette liberté, de se dire, je dois fixer toute seule mes conditions, je suis toute seule, en fait, si j'ai un impayé, je suis toute seule si j'ai un souci, si j'ai un pépin. Donc, je suis libre, mais à la fois, est-ce que ça a été un cadeau ou un challenge pour toi? Alors, moi, je ne vais pas te mentir, ça a toujours été un cadeau. J'ai jamais vu ça comme une contrainte. Alors pourtant, j'ai eu des problèmes, hein, tu vois, j'ai déjà eu des impayés, effectivement, des gens qui n'étaient pas d'accord avec mon cadre de travail, notamment, tu vois, nous avec les professionnels de santé, on nous apprend pas à avoir des CGV, tu vois. Et donc, par exemple, je me suis déjà retrouvée avec cette question-là de, ok, cette personne-là, parce que moi, je demande toujours le paiement avant la première séance, parce que je savais que étant en visio, je pouvais pas, tu vois, je peux pas dire à la personne, ok, allez retirer, etc. Et même ça, j'ai des collègues qui sont en présentiel et qui se font parfois avoir à mettre, je vais retirer, finalement la personne ne revient jamais et tu l'appelles et finalement c'est un fantôme. Mais en fait, du coup, je demande et parfois les patients ne viennent pas. Et même si mon cadre de travail disait que, en fait, si tu ne viens pas et que tu ne me préviens pas, la séance est due, je me retrouvais avec des patients qui parfois me disaient, non, je suis pas d'accord, c'est injuste, etc., etc. Et au début, je me suis dit, en fait, c'est pas grave, dans le pire des cas, je les rembourserai. Et puis, il y a eu une période où j'en ai eu 2, 3 sur un mois et où finalement, tu vois, tu perds facilement 200, 300, 400 euros dans ces moments-là. Et où là, je me suis dit, bon, ça me gêne un petit peu. Et donc, j'ai essayé de trouver un autre moyen de le faire. Et là, du coup, les CGV sont venus me sauver. Mais voilà, il y a eu quelques moments où ça a été un peu compliqué, mais globalement, moi vraiment, je chéris ce que j'ai, j'adore ce que j'ai. Je sais que c'est pas facile et je sais que finalement la liberté a aussi un prix à payer, parce qu'en fait, plus tu es libre, notamment avec ce statut-là d'entrepreneur, moins tu as de sécurité. Mais en fait, je me débrouille. Tu vois, tout de suite, j'ai eu la chance, en fait, quand je me suis lancée, d'être avec quelqu'un qui était déjà dans l'entrepreneuriat et qui a pu me guider et qui m'a dit, OK, déjà, il faut que tu fasses ça pour que si jamais tu es un impayé, tu puisses avoir ça de côté, etc., etc. Donc vraiment, à ce moment-là, il m'a vraiment beaucoup aidé. Cette personne-là m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, je pense que j'ai eu cette chance-là qui fait que, en fait, je me suis retrouvée avec quelque chose qui était très libre et qui finalement me convenait parfaitement et qui ne m'a pas semblé être un challenge insurmontable. Mais c'est trop cool. L'entourage, en fait, ça peut tout changer. Et le fait de se sentir aussi soutenu.
et la manière aussi dont on va se considérer. Je ne sais pas si ça ferait d'ailleurs partie des petits conseils que tu pourrais donner aux personnes qui ont peur de se lancer et de faire ce que tu fais aujourd'hui. Moi, en tout cas, la chose que je pourrais dire, c'est d'avoir confiance. Alors, c'est dur, hein, surtout quand on n'a pas confiance en soi, mais d'avoir confiance en son projet. Moi, je dissocie d'ailleurs les deux. Parfois, j'ai des moments où j'ai pas confiance en moi dans la vie de tous les jours, mais que j'arrive à avoir confiance en mon entreprise. Je sais que ça peut aider, je sais que c'est utile, je sais que ça a été fait pour pouvoir accompagner des personnes qui ont besoin vraiment de cette solution. Et le fait de se dire, OK, la liberté, bon, ça me fait un peu peur, je sais pas trop comment organiser mon temps, etc. Mais en fait, si tu as tellement confiance en ton projet, tu vas mettre tout en œuvre pour pouvoir t'assurer qu'il puisse fonctionner, pour pouvoir t'assurer qu'il puisse toucher un maximum de personnes, à ton échelle, bien sûr. Et du coup, moi, par exemple, l'un des conseils que je donnerais, c'est de croire en son projet, même quand on a un peu de mal à croire en soi. Ça peut faire la différence par rapport aux actions et décisions qu'on pourra prendre par la suite. Mais toi, est-ce que tu as des conseils comme ça que tu aimerais, ou alors des points essentiels que tu aimerais mettre en avant sur voilà, les choses qu'il faudrait peut-être avoir quand on se lance dans l'entrepreneuriat pour faire ce que tu fais? Ouais, alors moi je dirais que, et je suis totalement d'accord avec toi en fait, tu peux dissocier la confiance que tu vas avoir en toi et la confiance que tu vas avoir en ton projet et en tes capacités. Et tu vois, moi je sais que par rapport à ça, et peut-être que ce que je veux dire, ça va plutôt s'adapter aux thérapeutes et aux praticiens et aux psychologues, c'est qu'en fait, se former, ça aide. Moi, je sais que là, je me forme un petit peu moins parce que bon, je me suis quand même formée au marketing, mais en tant que clinicienne et en tant que thérapeute, je me suis énormément formée parce que ça m'a permis de savoir que ce que j'allais délivrer aux gens comme information, ça allait pas être entre guillemets du bullshit. Et tu vois, ça allait vraiment être des choses qui allaient être scientifiquement validées, qui allaient être concrètes, qui allaient vraiment aider les gens. Et ça me permet de tenir, tu vois, et de me dire en fait, quand j'ai un doute sur ce que je suis, quand j'ai un doute, parce que tu vois, je pense que ça arrive à tout le monde. Moi, je sais qu'il y a des moments où je me dis, ah oui, t'es qu'une merde, ce que tu fais, c'est nul, ça sert à rien, tu vois, genre le SPM, voilà, on connaît. Et ben, en fait, dans ces moments-là, je me rappelle, je me dis, mais en fait, non, peut-être que là, tu te sens comme ça, mais en fait, ce que tu as donné, c'est vraiment des choses que tu as lues, c'est des choses que tu as apprises, c'est des études scientifiques qui disent que c'est bien. Et en fait, moi, ça me permet de me sortir un petit peu, tu vois, genre de sortir un peu la tête de l'eau. Et donc, ouais, c'est peut-être quelque chose qui parlera plus aux thérapeutes, mais en fait, formez-vous, en fait. Formez-vous, faites des formations, faites-vous accompagner. Moi, je sais que quand j'ai un doute, je fais des coachings, je prends des accompagnements parce que je sais que avec quelqu'un d'autre, c'est toujours plus facile. En fait, ça te permet aussi d'avoir un autre regard que celui que toi, tu as sur toi parce que forcément, la confiance que tu as en toi va venir un petit peu influencer la confiance que tu as dans ton travail. Quand tu as quelqu'un qui est totalement extérieur, tu as un truc qui est objectif et c'est carrément mieux. Je te rejoins sur le fait de se faire accompagner sur tous les plans, même de se former, bien sûr. Moi, personnellement, ça m'a aussi aidé à avoir du coup plus de facilité aussi à parler de ce que je fais parce que je me disais, au cas où j'ai l'impression que ma crédibilité est remise en question, moi, je saurais que je suis formée, donc je pourrais le dire comme argument. Et parfois, c'est juste pour soi. Hein, oui, c'est juste pour ça. C'est juste effectivement. Voilà, moi, c'est pareil quand tu vois, pardon, je te coupe. Quand j'ai voulu commencer à me dire spécialisée, j'ai fait un DU stress et anxiété où je me suis dit, voilà, comme ça, si jamais quelqu'un me demande de où je veux spécialiser, je pourrais lui montrer mon petit diplôme. C'est vrai. Et on est d'accord, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais on est d'accord que ça court pas les rues, hein, les gens qui viennent nous voir. Écoute, tu peux nous montrer ton diplôme non, ça jamais. Court pas les rues. Voilà. Donc, mais tu vois, c'est intéressant sur ce fait d'accepter aussi de se faire accompagner, d'accepter de cette vulnérabilité en nous, de se dire on n'est pas surpuissant, on ne sait pas tout. On doit encore continuer d'apprendre et même quand on est en activité, même quand ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, on continue d'apprendre parce que tout continue d'évoluer. C'est aussi vrai dans le juridique. Par exemple, le choix du statut, c'est tout bête, mais au début, on peut se dire dur comme fer, hop, je veux ce statut, il va me correspondre, c'est celui qu'il me faut et c'est le plus simple. Et en fait, dans un an, tu peux te dire, finalement, je m'y retrouve peut-être plus aujourd'hui dans mes chiffres, etc. Donc, est-ce que toi, par exemple, tu t'étais informé avant de choisir ton statut? Est-ce que cette personne qui t'a un peu aidé au début, tu parlais d'encadrement, enfin, qui t'avait un peu accompagné, est-ce qu'elle a aussi peut-être pu t'aider à savoir quel était le mieux pour toi? Ou c'était un peu, je prends le premier statut et puis je verrai plus tard. Alors, moi, du coup, cette personne-là, elle était déjà, elle, en micro-entreprise. Il était développeur. Donc, aussi une sorte de profession un peu libérale, même si c'est pas exactement la même chose. Donc, je m'étais orientée là-dessus, mais je m'étais quand même fait accompagner aussi par un organisme. Je ne sais plus comment ça s'appelle cet organisme. En fait, en gros, un organisme national qui t'aide
à démarrer en fait dans l'entrepreneuriat. Et en fait, du coup, j'avais réfléchi. J'avais eu 2-3 rendez-vous avec un conseiller, une conseillère qui était super et que j'adore. Et tu vois, elle, pareil, elle m'avait aidée aussi. C'était avec elle que j'avais demander que fait la création. Donc, tu vois, j'avais pas eu de soucis, tu vois. Genre, moi, je vois parfois sur des groupes d'entrepreneurs des gens qui disent, je voulais demander la remise, je sais plus comment ça s'appelle, la remise, tu sais, sur les 3 premières années, là, voilà, je sais plus comment ça s'appelle, mais je l'ai pas faite, etc., etc. Moi, j'ai pas eu ce problème-là. Donc, j'ai quand même réfléchi, mais voilà, je suis restée sur ma première idée que j'allais commencer en micro-entreprise parce que de toute façon, j'allais pas avoir beaucoup de charges. Tu vois, je pense que si j'avais été en présentiel, je me serais posé la question d'être aux frais réels parce que j'aurais eu d'ores et déjà beaucoup de frais. Mais là, je savais que je faisais de la visio, j'allais pas avoir énormément de frais. J'allais juste potentiellement payer Zoom. Zoom, c'est $16 par mois. Bon, autant dire que c'est pas ça qui fait. Et j'allais avoir que ça au début. Donc oui, ça, j'y ai pensé. En premier lieu à les micros, puis j'ai réfléchi et c'est resté la micro. Donc oui, j'ai réfléchi, mais j'ai été accompagnée, mais en fait, il y a pas de secret. C'est souvent cette première porte d'entrée-là que tu utilises pour te lancer. Mais c'est intéressant de le savoir, en tout cas. Et pour rester dans ce thème juridique, est-ce que tu as par contre eu des découvertes une fois que tu étais lancée sur les obligations en mise en conformité de ce qu'il te fallait, que ce soit des déconvenus avec des clients ou alors tout simplement, hop, j'ai découvert que le médiateur, il était obligatoire. Enfin, quel a été ton rapport en fait avec la mise en conformité finalement? Écoute, je dirais qu'avant de découvrir ton compte, j'étais dans un déni, mais je ne savais absolument pas. Mais en fait, tu vois, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Tu vois, moi, à la fac, je n'ai jamais eu de cours de juridique. On ne m'a jamais parlé de ça. J'ai même jamais eu une option. On ne m'a même jamais proposé d'option. Tu vois, et c'est vraiment quand je me suis retrouvée face à ton compte Instagram, je sais plus si je crois que c'est Cindy, je sais plus comment elle s'appelle, qui avait fait des vidéos avec toi et je me suis dit ah tiens ça a l'air intéressant, elle parle juridique et j'ai toujours été un petit peu intéressée parce que c'est toujours sympa d'avoir certaines connaissances. Et quand j'ai vu que tu faisais des packs et tout ça, et je me rappelle une fois que tu avais envoyé un message en me disant bah oui mais moi j'ai mon cadre de travail que j'envoie et tu m'avais dit ah mais non mais ça vaut rien. Et en fait tout le monde s'est écroulé. Je me suis dit vraiment, je me suis dit, en fait, je suis dans l'illégalité. Ça fait 4 ans, je suis dans l'illégalité depuis 4 ans. C'est terrible. Mais en fait, tu vois, vraiment, au début, je ne me suis jamais posé la question, en fait, parce que j'ai jamais eu de soucis. Parce que, en fait, en tant que psy, tu vois, il y a aussi un petit peu ce truc-là de, bah oui, le psy, c'est un petit peu comme les paramédicaux, c'est un petit peu comme les professions un peu médicales où, bah oui, tu vas payer et on considère que si tu poses un lapin, bah, tu dois payer. Et en fait, c'est un petit peu accepté. Et en fait, je pense que j'ai eu cette chance-là dans le sens où personne ne m'a jamais dit, en fait, non, je refuse. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que je disais, bah, en fait, oui, si vous voulez pas payer, il n'y a pas de souci, mais du coup, la thérapie s'arrête. Mais tu vois, pareil, je savais même pas si j'ai, enfin, aujourd'hui, je sais même pas, maintenant que je sais tout ce que je sais grâce à toi, est-ce que j'avais vraiment le droit de faire ça? Est-ce que c'était OK? Est-ce que j'aurais pu avoir des problèmes, etc., etc. Donc oui, au début, franchement, j'étais vraiment dans le déni. Je ne me suis jamais posé la question. Et tu vois, là encore aujourd'hui, quand j'ai des collègues qui vont sur mon site et qui me disent bah oui, j'ai vu que tu avais mis tout ça, ça te sert à quoi? Et je leur dis mais en fait, mais vous vous rendez pas compte, en fait, vous êtes dans la méconnaissance depuis le début, mais allez suivre Sarah. J'ai déjà envoyé plein de gens sur Instagram. Je dis mais allez suivre Sarah, etc., etc. Et je sais qu'une fois, j'avais eu une patiente qui était kiné et qui avait eu un souci avec une patiente aussi qui n'avait pas voulu payer. Et je lui avais conseillé, je lui avais dit, mais en fait, la prochaine fois, débrouillez-vous pour avoir des CGV. Vous envoyez les CGV avant la prise de rendez-vous. Vous leur dites que elles doivent les accepter. Et comme ça vous permettra de pas avoir ce problème-là. Et tu vois, effectivement, il y a ça aussi qui aide. Et moi, je trouve ça vraiment génial. C'est en fait, je suis beaucoup plus sécure. Alors, avant, j'étais sécure parce que je ne savais pas. Et le déni, c'est ça qui est bien, c'était sécure avec le déni. Mais je pense que si à un moment donné, j'avais eu vraiment une tuile qui m'était tombée dessus, je pense que je l'aurais mal vécu. Donc, effectivement, oui, j'étais dans le déni. Et puis, finalement, maintenant que je te connais, voilà, j'ai mis très vite en place. Je crois que j'ai découvert là, l'été dernier. Et puis après, j'ai mis 2-3 mois avant de me rendre compte que, bon, bah non, c'est pas parce que j'étais psychologue que moi, j'étais exemptée d'avoir des. J'ai mis 2-3 mois, hein. Et puis après, bah, effectivement, tu vois, genre, j'ai pris ton pack là en fin d'année. Et puis, bah, du coup, depuis le début d'année, mes CGV, elles sont sur mon site, mes mentions légales, etc., etc. Mais, bah oui, au début, et c'est ça que je trouve dingue, c'est qu'en fait, même dans mon entourage, parce que je côtoie beaucoup de psy, de thérapeutes, je pense qu'il y en a aucun. Il y a des CGV. Ah, c'est horrible, hein. Mais je pense qu'il n'y en a aucun qui a des CGV et je pense que personne ne sait.
La plupart du temps, on attend que le problème soit là pour pouvoir réagir. Et ça, c'est commun à plusieurs prestations. Mais tu vois, ne serait-ce que les reports, les annulations, à force, on perd parfois même des milliers d'euros à l'année. Donc, c'est votre signe, en tout cas, si vous êtes même prestataire de service ou que vous avez une activité, même si vous vendez des programmes en ligne. Bref, il faut vous mettre en conformité pour anticiper la situation problématique avant qu'elle n'arrive et anticiper aussi les amendes. On pourrait tous se faire contrôler et puis on pourrait tous se faire taper sur les doigts aussi. Ça fait mal et puis ça peut faire fermer des activités. J'en connais qui ont fermé leur activité à cause d'un contrôle. Donc, c'est pas ce que je vous souhaite. Mais en tout cas, vous aurez eu plein de petites astuces, plein de petites informations lors de cet épisode de podcast. Et moi, j'ai été très ravie de pouvoir enregistrer avec toi, Bérénice, de pouvoir mieux te découvrir. Plaisir partagé. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver si on souhaite travailler avec toi? On peut me retrouver du coup sur Instagram. Mon nom, c'est @Bérénice Lefebvre Psy. Voilà, je pense que si vous tapez Bérénice Lefebvre, vous allez me trouver. Et sinon, mon site internet, c'est psycho-online.com. Donc, online, c'est ONLINE. Voilà. Et vous pourrez me retrouver plus facilement sur Instagram si vous avez des questions. Et sinon, il y a mon site pour prendre rendez-vous et avoir accès au programme en ligne. Très bien, je vous mettrai les informations directement dans la description. Je te remercie encore vivement et puis j'espère Merci à toi. Du coup encore de belles années devant toi, tout en étant conforme dans ton activité. Dans la légalité. Dans la légalité. À très bientôt. Merci Sarah. Pour un épisode de podcast et merci à toi Bérénice. À bientôt.